Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 connaissances fondamentales pour réussir dans le jeu de la vie et du business à notre époque. La première compétence fondamentale, c'est la compréhension de votre époque. Ensuite, comment ne pas être le dindon de la farce de cette époque. Et enfin, comment tirer profit de cette époque. Donc vous pouvez le voir, je suis dans un setup différent aujourd'hui. Je suis sur mon application de prise de notes Obsidian. J'ai tout simplement pris quelques notes pour m'aider dans ma réflexion, mais le but c'est vraiment de manière la moins scriptée et la plus naturelle possible développer une réflexion autour de ce sujet. Donc on vit une époque où il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui vivent dans leur époque sans la comprendre et ceux qui comprennent leur époque et en tirent profit à tous les niveaux. Et souvent, je développerai un peu plus tard, ce sont des personnes qui ont un pied dans leur époque et un pied en dehors de celle-ci. Donc on va commencer par ce que j'appelle les Stéphanes. Ce sont ceux qui ne comprennent pas leur époque. C'est une référence à mon livre Vie intentionnelle que vous avez juste derrière d'ailleurs sur la vidéo. Donc les Stéphanes, c'est des gens qui vivent dans un paradigme du 19e, du 20e siècle. Donc on va dire sur une ère plutôt post-industrielle, début de l'arrivée du tertiaire, au début du 20e. C'est des gens qui suivent un chemin on va appeler le chemin classique, le chemin traditionnel. Ils ont des désirs qui sont assez similaires, qui sont ceux de jouir d'une certaine forme de sécurité, d'avoir un petit peu de temps libre, d'avoir suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins, éventuellement de construire une famille, d'avoir une maison, de faire un prêt, d'attendre patiemment la retraite pour pouvoir profiter de quelques années de repos après 40-50 ans de labeur. Et ce sont des gens du coup qui travaillent dans le paradigme du 19e, 20e siècle, donc avec aucun effet de levier. Les seules choses qu'ils mettent en avant, ce sont leur temps, éventuellement une compétence qu'ils ont pu développer, à travers des études dans la plupart des cas, ou des choses qui n'ont pas forcément besoin de compétences très, très élaborées. Comme je disais, ils ont tous plus ou moins le même désir, ils ont tous le même chemin de vie. Et ce qui est paradoxal avec ces profils, c'est qu'ils travaillent et ils gagnent leur vie avec des paradigmes qui sont en fin de vie aujourd'hui, tout en vivant et consommant comme des gens du XXIe siècle. Donc, ce que je veux dire par là, ils sont complètement le produit de la société de consommation, sont des agents économiques, des agents qui consomment. Ils ont des addictions qui se sont développées avec le temps, donc ça peut être le tabac, l'alcool, les addictions plutôt liées maintenant à Internet ou au numérique, on va dire, le jeu vidéo, la pornographie, une addiction ou un manque de contrôle sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est des gens qui sont relativement passifs dans leur manière de penser leur vie et de vivre cette vie. Ils sont aussi souvent très attachés, qu'ils en aient conscience ou non, à des idéologies. Donc pour simplifier leur schéma de pensée, ils vont souscrire à des idéologies, donc une simplification de la réalité proposée sous forme de solutions uniques et unilatérales et absolues. Et ces personnes, du coup, vont souvent être dans des formes d'extrême de pensée. Et un manque de capacité d'esprit critique et de remise en cause d'une situation ou d'un système. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens extrêmes au sens d'extrême droite ou d'extrême gauche, comme on dirait en France. C'est juste que c'est extrême dans le sens où il y a peu de nuances dans leur pensée de par ce que je viens de vous dire. Donc ils ne se posent pas de questions, ils ont souvent un manque d'options. Donc moi je vais mettre en rapport avec l'abondance, ce dont vers quoi on devrait tendre. Donc ils ne sont pas forcément mobiles, ils sont bloqués géographiquement, peu importe les envies qu'ils peuvent avoir. Niveau financier, souvent, ils sont salariés, ils sont capés très rapidement, à moins d'avoir des jobs exceptionnels et très demandés, enfin très rares. Ils ne vont pas forcément avoir énormément de revenus. En termes de temps, ils donnent au moins 8 heures par jour à une entreprise, donc ils sont aussi dans une situation où ils n'ont pas énormément de temps pour s'éduquer, pour lancer des projets, pour faire pas mal de choses. Je vais revenir après, mais c'est pas que le salariat est impossible et une situation complètement catastrophique. En tout cas, dans la majorité des cas, ces personnes sont salariées. En termes de relations, je ne vais pas nécessairement développer, mais souvent, ils vont très rapidement se caser, ils ne vont pas forcément choisir le bon, la bonne partenaire, mais plutôt toujours cette logique de sécurité. C'est plutôt la sécurité, c'est le mot-clé des Stéphanes, au détriment très souvent de la liberté qu'ils confondent.
entre ces deux notions qui pourtant sont plutôt opposées en réalité. Et nous, donc vous et moi, si vous écoutez ce genre de vidéo, j'imagine que vous avez conscience qu'il y a d'autres chemins possibles, qu'il y a des nouveaux paradigmes, des nouvelles narratives qui se sont créées, notamment grâce à l'ère de l'information, grâce à Internet. Maintenant, on peut parler même d'intelligence artificielle et de blockchain dans un futur proche. Je pense que ça va avoir un rôle fondamental dans les prochaines décennies pour justement ces profils que je vais développer dans cette réflexion. Donc nous, on veut ce que moi j'appelle la vie intentionnelle. On tend vers ce genre de vie. Donc déconstruire, vraiment analyser et enlever tout ce qui ne nous correspond pas dans le paradigme dominant, on va dire, de notre époque, ou je sais pas ce qu'on va dire dans l'époque qui est là mais qui est en train de mourir, que j'ai décrite avec les Stéphane. On veut construire un jeu parallèle, créer notre propre jeu avec nos propres règles. On va baser principalement ça sur de la connaissance de soi. J'y reviendrai plus tard, mais ça vaut notamment beaucoup avec l'écriture, avec le journaling, avec une forme d'introspection. Un apprentissage continu. On ne dépend pas d'études supérieures, de grandes universités ou que sais-je. On se forme toute notre vie, principalement gratuitement ou grâce à une éducation décentralisée que sont les formateurs en ligne. Toutes sortes de formations que vous pouvez trouver sur Internet, qui est une nouvelle manière maintenant de se former. Et l'entrepreneuriat de soi, alors il y a l'entrepreneuriat au sens littéral, entreprendre des projets, faire des business, et être entreprenant avec sa vie. Et souvent, du coup, ça va de pair. Les gens sont entreprenants avec leur vie, deviennent entrepreneurs, et les entrepreneurs doivent être entreprenants avec leur vie, sinon leur business est capé aussi. Et finalement, ils n'ont pas beaucoup plus d'intérêt et d'avantages que les salariés dans ce cas. Donc, si on revient donc à l'importance de comprendre notre époque. Bon, je ne sais pas exhaustif, là je me suis mis quelques points juste pour pouvoir rebondir dessus, mais on voit, vous voyez, si on prend la situation actuelle, ne serait-ce que l'inflation. Là, on est dans une situation post-Covid avec énormément d'inflation. Moi, je vis en Hongrie, c'est le pays en Europe où il y a le plus d'inflation. La France est très touchée également. Et ce qu'on peut voir, du coup, c'est que dès qu'on est dans ces situations un peu tendues, on voit que les gens qui manquent d'options en pâtissent. Et ils n'ont pas beaucoup de possibilités de se retourner. Donc le salarié ou la personne qui n'a pas d'option de manière générale, en fait, est bloquée. Soit elle est bloquée dans son pays, soit elle est bloquée parce qu'elle ne peut pas quitter sa situation actuelle parce qu'elle s'est trop engagée dans une situation un peu bancale, mais en ayant fait des prêts, avoir construit une famille, d'avoir une très bonne situation financière ou dans une situation mentale pas forcément au top en termes de santé mentale, et du coup sur une situation elle ne peut pas accélérer, faire des modifications dans sa vie, donc une sorte de statu quo en fait dans laquelle elle se retrouve. Donc ça c'est un premier point. Vous avez tout ce qui est médias mainstream qui aujourd'hui vous font pas mal de mal, si vous suivez les médias mainstream. Moi je vous recommande déjà de ne pas les suivre, ou à très petite dose, juste pour comprendre un petit peu l'état de l'époque, en tout cas la tendance. Mais les médias essaient de faire passer des messages, il y a beaucoup de substances idéologiques derrière tout ça. On se rend vite compte qu'en fait il y a des agendas derrière, je ne vais pas développer, mais en tout cas les médias mainstream sont au mieux un média à consommer à 10-20% de votre consommation, et idéalement à ne pas du tout consommer. On est à une époque aussi où les jeux de statut, les jeux de pouvoir sont très importants. Il y a des gens qui se battent pour pouvoir être bien vus, pour pouvoir gagner des compétitions avec eux-mêmes, qui vont chercher du coup des chemins qui ne leur correspondent pas du tout, mais qui tout simplement, ils ont l'impression qu'en prenant des échelons, que ce soit dans une carrière, dans certains jobs, que ce soit un nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux ou peu importe, vont atteindre une forme de richesse, de célébrité peut-être, ou de bien-être, de bonheur, de paix. Mais souvent c'est la désillusion, c'est pas le cas. Donc ça c'est encore une dérive. Les idéologies, j'en suis déjà venu. La cancel culture, je ne vais pas forcément développer, mais on a une époque où aujourd'hui, il y a une espèce de monopensée, peu importe ce qu'elle est. D'ailleurs, il y a une monopensée à différents endroits, mais c'est très en silo au final tout ça. On a une incapacité à penser librement ou à inciter les gens à penser de manière critique et libre.
Donc, c'est quelque chose qui vous limite, vous en tant qu'individu, puisque vous vivez dans un paradigme très restreint si vous restez dans celui-ci. On pousse aussi les gens globalement à se contenter de ce qu'ils ont ou de se contenter de ce qu'ils sont. Donc il y a eu pas mal, voilà, alors je sais que c'est un exemple qui fait un peu criser des fois, mais le body positivisme, j'en parle dans mon livre, pour moi c'est une forme d'hérésie dès lors qu'on se complaît dans sa situation. On peut accepter sa situation, je suis dans tel état physique, financier, spirituel, mental aujourd'hui, je l'accepte parce que c'est la seule chose que je peux faire maintenant. Je prends note de ce qui m'a fait être dans cette situation et par contre, je ne considère pas que c'est un état souhaitable sur le long terme. Tout état, tout individu, je vais presque envie de dire mais toute espèce vivante tend à vouloir évoluer, à être en mouvement, parce que s'il n'y a pas de mouvement, c'est tout simplement une mort. Donc si vous n'êtes pas en mouvement, si vous acceptez votre situation actuelle et que vous voulez rester telle qu'elle, en fait, vous êtes déjà mort bien avant qu'on vous mette dans un cercueil. Donc, voilà, c'est pareil, c'est des choses à prendre en compte. Attention, il y a un culte à la médiocrité. Et alors qu'en fait, économiquement, et ce qui est récompensé aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Il y a un livre notamment qui s'appelle Average is Over de Tyler Cohen, un économiste américain, qui explique qu'on est à une époque où le moyen, ça n'a plus d'utilité, ça n'est plus valorisé. On va aller chercher plutôt l'extraordinaire, on va chercher les gens les plus compétents, les gens les plus différents pour pouvoir créer de la valeur. Et donc vous, si vous jouez le jeu du système, le jeu de l'éducation nationale, ou tous ces jeux-là, en fait, ça va vous pousser à être au mieux average plus, on va dire, donc moyen plus. Donc moyen plus, c'est cadre sup dans une boîte très, très cadrée, très limité en termes de possibilités en fait de liberté, de croissance, de scale, enfin bref, de plein de choses qu'on pourrait développer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des gens vivent comme si on était, travaillent comme si on était au XXe voire au XIXe siècle, alors qu'il y a eu un changement de paradigme, justement au cours de la seconde moitié du XXe siècle, avec l'arrivée d'Internet, du Web 1, Web 2, maintenant Web 3. Et ce qu'on va appeler l'ère de l'information, que je pourrais même rattacher à l'ère de l'entrepreneuriat, qui est l'entrepreneuriat technologique, l'entrepreneuriat en ligne, qui est un moyen aujourd'hui, de créer de la valeur et qui est aussi un véhicule de développement personnel et de liberté exceptionnelle. Voilà, donc on a Internet, on a l'IA, on a une société qui s'est globalisée parce que l'information maintenant est accessible à H24 à n'importe qui à travers le monde. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'il faut absolument comprendre. Vous ne vivez pas dans la même époque que vos parents. Donc vos parents, c'est normal qu'ils ne comprennent pas ce que vous faites parce qu'ils n'ont pas eu comme point de départ le même paradigme. Et le jeu dans lequel ils jouaient ne peut en aucun cas être le même que celui auquel vous jouez. Peu importe qu'ils comprennent ou non, vous pouvez être pédagogue quand même avec eux. Et vous devez en tout cas surtout pas prendre en compte leur point de vue en termes de paradigme. C'est ce qu'on appelle justement la compréhension de son époque, c'est un terme allemand, ça peut faire un peu pédant, mais ça permet d'encapsuler, c'est le Zeitgeist. Le Zeitgeist, c'est vraiment l'esprit du temps. Il faut toujours se dire, en fait, peu importe l'époque dans laquelle on est, quel est l'esprit du temps, quelles sont les bonnes choses que me permettent mon époque, quelles sont un peu les dérives de celle-ci. Moi, par exemple, je mets la cancel culture dans les claires dérives de notre époque. Donc, quelles sont les dérives et comment, du coup, une fois que j'ai une compréhension un peu plus fine de cette époque-là, de ses limites, de ses avantages, ses opportunités, de ses tendances, comment je me positionne. Et moi, du coup, ce que je vous invite à faire dans cette vidéo de manière plus large dans mes contenus, c'est d'être un danseur du Zeitgeist. Donc, ça veut dire jouer avec l'esprit du temps en ayant un pied dedans. Donc, il faut rester un petit peu dans le Zeitgeist, enfin dans votre temps, dans votre époque. Mais il faut toujours avoir une espèce d'ironie par rapport à celle-ci, et donc un pied dehors. Je vous ai mis une liste d'exemples là. Peut-être ça vous parlera selon les exemples. Donc Sylvain Tesson, écrivain et explorateur, voyageur français, que moi j'aime beaucoup. Ça invite à le suivre et à écouter ses prises de parole. J'adore comment il s'exprime.
Et Sylvain Tesson, c'est quelqu'un qui rejette sous cette manière la modernité. Alors moi, je ne suis pas forcément d'accord avec cette approche. La modernité, il y a énormément de bonnes choses, mais lui, il a un rejet. Et en même temps, il l'utilise pas mal. Il est très très bon dans les médias, il est bien connecté, il a très bien compris, par rapport aussi à sa famille. Il vient d'une bonne famille. Son père était le présentateur télé, me semble, de TF1, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 80. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est très bien connecté. Et en tout cas, il a su très bien l'utiliser pour vivre une vie selon ses propres règles, à savoir faire des aventures, faire des explorations, faire des voyages, documenter cela et en faire des livres, tout en étant quelqu'un de très érudit et qui a une finesse d'esprit qui est rare. L'argent ne le donne pas forcément. Donc on a cet exemple. On a Mathieu Ricard, qui lui, c'est le traducteur officiel en français du Dalai Lama, qui vit au Népal depuis une bonne trentaine d'années, et qui a une communauté en ligne. Voilà, quand il sort des livres, il est invité sur les plateaux, il y a des centaines de milliers de personnes qui achètent ses livres tous les 2-3 ans. Voilà, c'est quelqu'un qui a clairement un pied en dehors de notre époque, parce qu'il vit dans un monastère tout en haut du Tibet, et en même temps est capable de descendre de ce lieu exceptionnel pour aller sur un plateau en région parisienne. Donc voilà, il est capable d'exploiter aussi son époque. Je ne vais pas tous les faire, mais voilà, on a Naval que je vous recommande énormément, je vous parlerai plusieurs fois sur cette chaîne. Naval Ravikant qui a théorisé d'une certaine manière comment créer de la valeur et de la richesse à notre époque avec l'almanach qui lui est consacré, donc l'almanach de Naval Ravikant. On avait Thoreau au XIXe siècle, Henry David Thoreau, philosophe américain, qui lui était parti vivre 2 ans dans la forêt en périphérie de Walden, qui est une ville dans le Massachusetts, près de Boston, qui voulait démontrer qu'on pouvait vivre sans être aliéné par son travail, en travaillant une journée par semaine et avoir 6 jours de repos plutôt que l'inverse, et de manière autosuffisante. Donc il a fait ça seul dans une cabane dans la forêt. Et voilà, d'autres exemples plus contemporains, Derek Sivers, que je vous invite à consulter, et Ulysse Lubin, un ami explorateur que vous connaissez peut-être de YouTube ou d'autres réseaux sociaux. Donc ces personnes, ce qu'elles ont su faire, c'est exploiter les 2 leviers qui nous sont légués par Internet, et du coup, on va appeler les leviers du XXIe siècle, comme dit Naval Ravikant. Ces leviers sont le média et le code. Donc le média, c'est, on va dire, le front-end d'Internet. Donc c'est tout, en fait, ce que je suis en train de faire, en fait, c'est fait de pouvoir faire des vidéos, créer du contenu, et du coup, pouvoir prendre la parole sans permission sur Internet. Donc ça, c'est quelque chose qui vous permet clairement de faire des effets d'échelle, des effets de levier sur votre communication, et ne pas nécessiter la permission d'un individu pour pouvoir prendre la parole. Et vous avez le code, qui est le back-end d'Internet, qui sont les robots, les automatisations, les sites, tout ce qui fait que derrière vous, il peut y avoir une forme, l'intelligence artificielle d'ailleurs, qu'il puisse y avoir donc une forme de main-d'œuvre, de labeur automatisé qui travaille 7 jours sur 7, H24 pour vous. Donc voilà, ça, j'ai parlé un peu des dérives, un peu les enjeux, des possibilités et des exemples. Donc ce qu'il nous faut, une fois qu'on a compris cette époque dans laquelle on est, donc les problématiques, les possibilités, notamment grâce à Internet, moi, c'est quelque chose qui me fascine et qui me rend parfois optimiste et parfois triste. C'est juste simplement de me balader dans la rue et en fait de voir que dans une même ville maintenant, il y a des gens qui ont compris les opportunités de l'époque, notamment les jeunes, les digital nomades, pas toujours, mais en tout cas ce genre de profils, qui ont des agendas beaucoup plus libres, qui sont libres de leur temps, qui sont libres géographiquement, qui financièrement développent du patrimoine, qui peuvent réinvestir dans de la formation, dans des projets, dans plein de choses. Et de l'autre côté, il y a des gens qui vivent encore dans le paradigme du 19e, du 20e, qui travaillent énormément, parce qu'aujourd'hui on n'est pas récompensé aux heures de travail, on est récompensé selon notre capacité à justement exploiter ces leviers, à prendre de bonnes décisions, à faire preuve de jugement, comme dit Naval Ravikant encore une fois, et à travailler sur les bonnes choses avec les bonnes personnes. Donc c'est vraiment des choses à prendre en compte, et ça pour le coup, il y a une génération dont je fais partie, et encore plus les générations un peu plus jeunes, qui sont en train d'en profiter, mais c'est une minorité. Là, quand je dis qu'ils sont en train d'en profiter, on parle de grand maximum 5% de ces personnes-là. Et le but de ma chaîne, et d'autres initiatives qui existent
sur Internet, c'est tout simplement d'amener 5% supplémentaires, peut-être 10% supplémentaires dans les 5, 10, 20 prochaines années à pouvoir bénéficier et tirer profit des leviers et opportunités de notre époque. Donc si je reviens à comment tirer profit de son époque, donc comme je vous ai dit, la posture à avoir, c'est un pied dedans, un pied en dehors. Et le mot que j'aime bien, moi, c'est un peu l'ironie. C'est pas le cynisme, c'est l'ironie au sens je suis dedans, mais j'en joue et j'aime bien regarder un petit peu à côté ce qui se passe. Voilà, je joue une forme de double jeu. Un double jeu qui n'est pas encore une fois manipulateur, mais c'est juste je prends mes distances et en même temps j'ai un pied dedans. Et pour ça, donc, il y a plusieurs choses que je peux vous recommander. Le point de départ, c'est réussir à, au maximum, enlever tout ce qui est contaminant, on va dire, tout ce paradigme dans lequel vous avez baigné depuis votre enfance, et faire un travail d'élagation pour mieux vous comprendre. Ça passe par ce qu'on va appeler l'introspection. Et donc le but de tout ça, c'est comment vous allez petit à petit pouvoir mieux vous connaître et créer votre propre chemin, donc moi j'appelle votre propre chemin de vie intentionnelle. Et ça commence toujours par l'introspection. Il y a des personnes comme Ulysse Lubin qui en parlent très très bien. Parmi les outils d'introspection que vous avez notamment le journaling. Moi je passe énormément de temps à écrire dans des carnets digitaux, notamment sur Obsidian que vous avez à l'écran, pour pouvoir réussir à avoir plus de clarté, à me poser des questions difficiles et me rendre compte est-ce que je vais ou non dans un chemin qui me correspond. Donc plus j'avance dans ma vie, plus je comprends qui je suis d'une certaine manière et surtout qui j'ai envie de devenir et je me crée le chemin pour y parvenir. Le problème, une fois qu'on a cette conscience plus aiguë de soi-même, c'est qu'il faut être capable de la mettre en mouvement. Vous voyez, c'est introspection et mouvement. C'est pas juste introspection. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des pratiques introspectives et qui tournent en boucle en réalité, parce qu'ils ne mettent pas en pratique les réalisations, les apprentissages de leur introspection. Et c'est pour ça que pour moi, il y a une dimension nécessairement entrepreneuriale de son existence, et très souvent du coup une forme de business qui est créée, une forme de projet. Parce que votre connaissance de soi ne peut pas être juste stérile, encore une fois, et ne pas être mise en mouvement. Donc, première étape. Ensuite, il faut revenir à est-ce que vous vous concentrez vraiment sur ce qui a de la valeur, à savoir ce que vous contrôlez. Parce que si on revient aux problématiques modernes, alors qui étaient non exhaustives ici, c'est que si vous passez votre temps dans les médias mainstream, enfin les suivre, vous allez devenir fou parce qu'en fait vous voyez des problèmes partout, et en fait vous allez dire à quoi bon, parce que de toute façon tout est truqué, tout est déjà en mauvais état, donc à quoi bon me construire une vie qui vaut la peine d'être vécue. Vous allez être attiré par des jeux de statut qui vont vous sortir complètement de qui vous êtes et qui vous voulez devenir, et vous allez poursuivre le but d'autres personnes en réalité. Vous allez adhérer à des idéologies, je ne vais pas tout refaire, mais vous allez adhérer à des idéologies qui vous avoir l'impression qu'elles vous collent à la peau au sens où elles vous correspondent, alors qu'en fait elles vous ont juste contaminé le cerveau et vous empêchent de penser par vous-même. Donc il faut revenir à ce que vous contrôlez et ce qui est important, ce qui est vraiment important. Ce qui est important, c'est vos projets, c'est votre santé, vos habitudes, votre capacité à vous retirer en vous-même pour mieux vous comprendre. C'est ça qui compte, c'est pas l'extérieur. L'extérieur est un jeu dans lequel ensuite vous allez mettre vos trouvailles et vos envies, mais en aucun cas vous devez partir du jeu extérieur. Jeu, J-E-U, pas J-E. Ensuite, vous ayez un purpose. Le purpose, j'ai toujours du mal à le traduire, on va dire une mission. Voilà, on va dire une mission, c'est comme ça que je le traduis dans mon livre. Et il faut créer son paradigme. Si vous, comme dit Dan Koh, un créateur que j'aime beaucoup, si vous ne créez pas votre propre paradigme, quelqu'un va vous assigner par défaut un paradigme. Ça va être l'école, ça va être le monde du travail, ça va être un gouvernement, enfin, peu importe. Ça va être quelqu'un qui vous a assigné un paradigme qui n'est pas créé par vous et qui n'est pas dans votre intérêt in fine. Donc le paradigme est la création d'une mission. La mission parfois est juste une mission très court terme. Ce n'est pas une mission à 50 ans, le grand why de Simon Sinek. C'est avoir une mission qui donne un sens et de la clarté à votre quotidien, combinée à une vision du monde que vous incarnez et que vous diffusez éventuellement si vous êtes créateur, qui est votre paradigme. Si vous avez ça, vous êtes déjà beaucoup plus libre, intellectuellement en tout cas, que 99% des gens autour de vous.
Ensuite, vous devez responsabiliser par rapport à votre existence. Tout autour de vous vous montre des gens sur les réseaux sociaux qui se plaignent, qui pensent que c'était mieux avant, qui considèrent que ce n'est pas leur ressort d'améliorer leur situation, qui attendent un sauveur, peu importe d'où ils viennent d'un point de vue politique ou idéologique. Voilà, des gens qui sont passifs. Vous devez considérer que certes, il y a de la chance, il y a des aléas, il y a des choses qui sont hors de votre contrôle, il y a des gens qui peuvent vous aider, mais la première personne qui va vous aider, c'est vous, c'est pas le voisin. Donc responsabilisez-vous sur votre existence. Ensuite, tout ça va de pair, hein, mais pas forcément dans une forme de progression. Quoique l'introspection, pour moi, est toujours le point de départ. Il faut que notre époque nous oblige à construire sa citadelle intérieure. La citadelle intérieure, c'est un terme que j'emprunte à Marc Aurèle, l'empereur romain, qui justement se retirait en lui-même pour écrire ses pensées qui nous ont léguées dans un des plus beaux livres, qui n'était pas un livre à la base, du coup, Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où les choses nous viennent à nous. C'est la société des algorithmes, des réseaux sociaux, des mails, des opportunités, pas forcément dans le sens positif, des choses qui nous viennent à nous, des soirées, des rencontres, il y a toujours beaucoup. On est la société du beaucoup, en fait, de l'abondance et de ce qu'on appelle l'infobésité. Il y a trop de tout. Et donc, il faut faire un tri. Il faut faire un tri, donc suivre moins d'applications, enfin, avoir moins d'applications sur le téléphone, potentiellement. Bien choisir les gens avec qui on passe du temps. L'environnement est fondamental. Enlever le bruit pour au maximum pouvoir avoir de la clarté mentale, réfléchir, travailler sereinement. Donc voilà, vous avez l'obligation aujourd'hui de construire comme une espèce de socle autour de vous, qui n'est pas là pour vous sortir du monde et vous couper, mais pour justement pouvoir mieux interagir avec ce qui est important. Utiliser les outils sans en être esclave, ça rejoint la compréhension de l'époque. C'est pour moi, en fait, tout simplement, on reprend le concept du pharmakon de Platon, c'était de dire qu'un couteau peut aussi bien permettre de préparer un repas que tuer votre voisin, enfin tuer quelqu'un. Tout objet, tout outil, toute technique a une fonction de remède ou de poison. C'est ça que ça veut dire le pharmakon, comment on le prononce. Et en fait, tout outil qu'on a, donc prenons Internet, un outil un peu méta maintenant, peut être aussi bien votre plus grand allié. Vous allez pouvoir vous former pendant plusieurs heures le soir, par exemple, sur une compétence que vous allez pouvoir valoriser beaucoup plus cher potentiellement à terme que votre métier actuel. Ou à l'inverse, vous pouvez passer votre soirée à aller sur les sites porno et à jouer 3 heures aux jeux vidéo. Sauf que le jeu vidéo, c'est pas ont beaucoup de vertus dans certains cas, mais c'est l'excès toujours qui est problématique. Donc, il faut vraiment réussir à exploiter et pas être exploité justement par les outils de votre époque. Et enfin, il y a ce retrait, d'une certaine manière, via la construction de votre jardin d'Épicure. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte, c'est que quand vous empruntez ces chemins qui sont plus personnels, qui vous avez créé votre paradigme, vous allez devenir une espèce de marginal, dans un sens qui n'est pas péjoratif dans ma bouche, quelqu'un qui cultive sa singularité, qui ne va pas forcément être rattaché à l'essentiel de la population et des gens autour de vous. Vous allez perdre le lien et vous n'aurez plus les mêmes valeurs et les mêmes manières de voir les choses et les mêmes ambitions, même, simplement, avec ces personnes que vous côtoyez. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement les exclure de votre cercle, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous construisiez votre propre jardin d'Épicure, qui est donc les personnes qui vous ressemblent le plus, qui ont des aspirations communes, qui comprennent le paradigme que vous êtes en train de construire, qui sont en train de construire leur propre paradigme. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, avoir une vie de sens grâce aux liens sociaux, parce que c'est fondamental de garder des liens, vous ne pouvez pas vivre dans votre grotte pendant 50 ans. Créer de la valeur par l'association, créer de la diversité, parce que certes, vous aurez des points communs, mais vous aurez des compétences, des visions et des paradigmes qui seront différents à certains égards. Et donc voilà, c'est comme ça, en grande partie, en tout cas, il y a d'autres principes, mais c'est les principes notamment que je développe dans mon livre, c'est comme ça qu'on peut tirer profit de son époque et mener une vie plus intentionnelle. C'est ce que j'appelle les philopreneurs, et en fait c'est un peu l'esprit de cette chaîne, c'est ça que j'ai envie de développer dans les prochaines années, c'est vous inciter à devenir des philopreneurs, donc il y a un terme qui m'aide à encapsuler moi-même mon paradigme
mon purpose, ma vision. Philopreneur, donc c'est l'intersection donc, de deux termes, hein, que vous comprenez, philosophie, entrepreneuriat. Philosophie au sens connaissance de soi, compréhension du monde, étonnement, recherche, connaissance, apprentissage, voilà, tous ces termes-là, introspection. Et entrepreneuriat de soi, donc projet, mouvement, mise en action. Alors, il y a vraiment cette logique de on fait les choses, on ne reste pas immobile. Et donc le philopreneur, donc voilà, donc c'est un équilibre constant entre cette posture introspective et cette posture plus entrepreneuriale, philosophique et d'action. C'est donc quelqu'un, encore une fois, qui crée son paradigme, qui crée son manifeste, donc sa vision du monde, qui a un purpose, je ne vais pas tout reciter, pour s'extraire de ce Stéphane que j'ai développé au tout début de vidéo, et qui tend à aller vers quelque chose qui lui correspond plus. Donc il développe petit à petit son chemin de vie intentionnel qui l'aide en fait, après chaque projet, après chaque itération, à avoir du sens, à développer des assets, enfin des compétences, des actifs, ça peut être de l'argent, ça peut être du réseau, ça peut être des leviers grâce à par exemple, de la création de contenu. Voilà, il développe des choses dans le concret, avec les leviers modernes, avec le paradigme dans lequel il vit et l'époque dans laquelle il vit, pour mener une vie plus libre, plus riche, plus heureuse, plus sereine. Et voilà, donc une meilleure vie en fait tout simplement. Et c'est ça dans lequel je crois. Et peut-être pour finir sur une note positive à cette vidéo, qui n'était pas que pessimiste, mais voilà, j'ai cité des choses pas forcément toujours réjouissantes. Moi, je crois fondamentalement qu'on est à une époque où, en fait, ça n'a jamais été aussi accessible de mener une vie exceptionnelle. Ce qui est triste, c'est que c'est accessible à peu de gens, non pas parce qu'il n'y a pas d'ascenseur social, mais parce que les gens ne croient pas, en fait, à la capacité d'Internet et de tout ce que je vous ai développé dans la vidéo, de permettre justement d'activer cet ascenseur social et de jouir d'une liberté, d'une richesse et d'un niveau de bonheur qui est inégalé en réalité par rapport aux autres époques de l'histoire. Et la raison, c'est parce qu'au même moment, on a aussi tous les outils qui sont les mêmes, rappelez-vous le pharmacone, pour nous éloigner de cette possibilité. Donc, il y a des personnes toute leur vie qui vont être accros à certaines addictions, qui ont passé des temps sur les sites porno, qui ont passé du temps sur plein de choses. Et tout ça, en fait, fait qu'ils n'arriveront pas, malheureusement, à rejoindre justement cette quête de vie intentionnelle, cette philosophie du philopreneur, si je peux me permettre. Donc voilà, c'était un peu mon propos. Donc c'est important, je termine là-dessus. Il faut comprendre votre époque, comprendre ce qui fait que vous pourriez devenir le dindon de la farce pour ne surtout pas le devenir. Et enfin, exploiter les bons outils, comprendre comment tirer profit de cette époque. Voilà, c'était Jean-Charles Claudali, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire, du coup, comment vous voyez notre époque, comment vous profitez, ou comment vous pensez que vous pourriez profiter des opportunités que celle-ci nous met à disposition. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous laisse avec une autre vidéo qui sera un très bon complément à celle-ci, dans laquelle je vous explique les différents leviers que vous pouvez exploiter pour devenir ce que j'appelle un homme de la renaissance digitale. Donc on est complètement dans le même thème. C'est une autre approche et je développe d'autres idées. Donc allez voir cette vidéo. Et voilà, je vous dis à très vite. C'était Jean-Charles Claudali.